Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, de retour au studio, puisque de retour du Liban. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, le reportage arrive la semaine prochaine sur YouTube, mais du coup, dans cette vidéo, on est parti pour un nouveau résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. Au passage, avant de commencer, petite annonce, le format des actus du jour qu'on faisait du lundi au vendredi pendant plusieurs mois pour résumer en 6-7 minutes l'actualité du jour, on l'avait mis en pause, vous le savez, durant le mois d'août. Et bien désormais, il a une date, ce sera le lundi 31 août, donc voilà, vous pouvez noter ça dans vos agendas si vous avez un agenda. Et puis au-delà de ça, vous allez le voir, on a pas mal de nouveautés qui vont arriver, donc j'ai très hâte de vous présenter ça lundi 31 août. La première actu de la semaine, elle se passe en Thaïlande. En fait, ça fait presque un mois que les étudiants manifestent presque tous les jours pour demander une démission du gouvernement et plus largement une réforme du pouvoir. En Thaïlande, il y a un premier ministre, Prayut Chan-o-cha, il a accédé au pouvoir grâce à l'armée lors d'un coup d'état en 2014 et plus largement, en réalité, c'est l'armée qui contrôle la politique du pays puisque c'est notamment eux qui choisissent directement tous les sénateurs du pays. Cette armée, elle est elle-même contrôlée désormais par le roi Ramadis. Il est arrivé sur le trône en 2016 et il a directement placé l'armée sous son commandement. En gros, pour résumer, le roi contrôle l'armée et l'armée contrôle une partie importante des politiques. D'ailleurs, ce roi Ramadis, on avait déjà parlé de lui il y a quelques mois lorsque des médias avaient révélé qu'en plein confinement mondial, il s'était installé tranquillement dans un hôtel en Allemagne avec son harem, autrement dit donc de multiples femmes qui l'accompagnent. Pour les manifestants, le pouvoir dirigé par l'armée et le roi est une dictature qui menace le peuple. Pour eux, il faut que le gouvernement et les sénateurs démissionnent et qu'une nouvelle constitution soit écrite pour donner moins de pouvoir au roi et à l'armée. En plus, comme beaucoup de pays du monde, le pays vit actuellement l'une des pires crises de son histoire à cause de la pandémie de coronavirus. Des millions de Thaïlandais ont perdu leur emploi et pour beaucoup de jeunes, ce pouvoir en place en est responsable. Dimanche dernier, ce sont donc plus de 10 000 personnes qui se sont réunies dans les rues de Bangkok pour manifester. C'était le plus grand rassemblement organisé en Thaïlande depuis 2014 de ce genre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que ce sont beaucoup les jeunes qui manifestent, car critiquer la monarchie est impensable dans l'esprit des personnes plus âgées en Thaïlande. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est que le roi précédent, le roi Rama IX, était vénéré comme un demi-dieu, et puis au-delà de ça, critiquer la monarchie en Thaïlande, eh bien c'est très mal vu, et la loi le réprime sévèrement. Bref, vous l'aurez compris, un mouvement de jeunesse prend de l'ampleur en Thaïlande, et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas dit ça. Pour le deuxième sujet des actus de la semaine, on va parler des accusations de corruption de mineurs contre le youtubeur français Experiment Boy. Experiment Boy, c'est lui, un youtubeur de 1,16 million d'abonnés du nom de Baptiste Mortier-Dumont qui s'est fait connaître en faisant des vidéos d'expériences scientifiques. Mercredi, le média Numérama a sorti une énorme enquête concernant Experiment Boy que je vous mets en description et concrètement, on apprend qu'il aurait profité de sa notoriété pour faire des avances à des jeunes adolescents en envoyant des messages, des photos et des vidéos sexuelles de lui et on a aussi demandé en retour. Au total, c'est 13 personnes qui ont accepté de témoigner sur des faits qui se sont déroulés entre 2013 et 2019. Parmi eux, 5 victimes avaient moins de 15 ans lors de leur échange avec lui et 2 d'entre eux avaient même 11 et 12 ans. Experiment Boy, lui, est né en 1994, il a 26 ans et il était donc majeur lorsqu'il contactait ces jeunes mineurs. L'une des victimes, Quentin, qui avait 13 ans au moment des faits, explique être devenu, je cite, l'esclave sexuel à distance d'Experiment Boy. Comme avec beaucoup de victimes, le youtubeur l'a d'abord contacté sur Twitter, parlait de son orientation sexuelle, puis demandait de participer à des ébats sexuels en vidéo ou alors envoyer des photos en train de se masturber tout en demandant à ce que le jeune fasse pareil. Comme Quentin, certaines victimes expliquent avoir accepté les avances par peur qu'Experiment Boy, qui était leur youtubeur préféré, décide de ne plus leur parler. Et d'après Numérama, les victimes avaient tous le même profil dans leur enfance, c'était, je cite, des garçons naïfs ou alors mal dans leur peau. Le youtubeur, par sa notoriété et son âge, profitait donc de jeunes plus faibles. Il faut savoir qu'en France, ces actes sont considérés comme de la corruption de mineurs, c'est puni par la loi. D'ailleurs, depuis juin 2020, plusieurs victimes ont décidé de porter plainte et une enquête est actuellement en cours. De son côté, malgré le nombre important de témoignages, d'abord avec le hashtag balance ton youtubeur, puis avec donc cette enquête très étoffée de Numérama, Experiment Boy nie toutes les accusations et affirme qu'il poursuivra en justice pour, je cite, chaque propos diffamant. En tout cas, il risque plus de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Le troisième sujet de la semaine, c'est l'immense canular qu'ont fait 4 Français à une revue soi-disant scientifique. Vous allez le voir, c'est une histoire assez folle et au-delà de ça, ça mène à une réflexion intéressante. En fait, les 4 personnes ont écrit un faux article dans lequel ils expliquent comment l'hydroxychloroquine, la molécule défendue notamment par le professeur Raoult pour soigner le Covid-19, pouvait prévenir des accidents, mais attention, pas n'importe lesquels accidents, les accidents de trottinette. Évidemment, rien de tout ça n'est vrai, mais les 4 amis sont allés encore plus loin en inventant de toutes pièces des études pour prouver leurs propos. Dans la fausse étude, on retrouve notamment qu'ils expliquent
explique avoir demandé à des participants de se lancer à grande vitesse en trottinette sur une pente en direction d'un mur de briques, le tout dans, je cite, un parking abandonné de Montcuq, une ville en France dans le Lot. L'article est également truffé de blagues comme le nom d'un certain professeur F. Antôme pour fantôme, donc vous l'aurez compris, de l'université de Melon, la présence du lobby Big Trottinette financé par l'enseigne Decathlon, ou même une citation avec la phrase « La question est vite répondue ». D'ailleurs, pour couronner le tout, ils affirment même avoir rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, qui était apparemment ravi des résultats de cette étude. Plus sérieusement, l'objectif de ces 4 auteurs était de proposer cet article parodique à la revue scientifique Asian Journal of Medicine and Health, dont les locaux sont basés en Inde, dans l'espoir d'être potentiellement publiés. Mais le problème, vous vous en doutez, sinon on n'en parlerait pas, c'est que leur technique a marché, la revue a publié leur article avant de le retirer, cela dit quelques jours plus tard, une fois la supercherie dévoilée. Comme toute revue scientifique, la Asian Journal of Medicine and Health reçoit des articles scientifiques du monde entier pour qu'ils puissent les publier, mais d'après les 4 français, vous l'aurez compris, la revue ne contrôle pas assez les articles qu'elle reçoit avant de les publier. Pour eux, cette insuffisance est dangereuse car elle pourrait créer des fake news, d'autant plus dans le domaine de la science, qui est donc un domaine logiquement très sensible, et ils voulaient donc prouver que la revue ne vérifiait pas ces articles. Mais en fait, au-delà de cette supercherie, c'est assez intéressant de montrer le problème de ce genre de revues que l'on appelle dans le milieu de la science des revues prédatrices. En fait, des revues prédatrices, ce sont des revues qui reprennent le fonctionnement de revues très sérieuses et prestigieuses, mais qui ne contrôlent pas suffisamment leurs articles, ce qui est normalement obligé dans le domaine de la science. En plus, en cette période de coronavirus, les publications scientifiques sont souvent au cœur de l'actualité, et un article faux ou erroné dans une revue scientifique prédatrice pourrait créer une énorme fake news si elle est reprise par des médias qui ne prendraient pas le temps de vérifier le sérieux de ces revues. Bref, vous l'aurez compris, c'est une histoire assez insolite, mais qui montre comment un manque de vigilance de certaines revues scientifiques peu sérieuses pourrait mener à des vrais problèmes en matière de fausses informations. Le 4e sujet de la semaine, c'est la véritable guerre entre Apple et Epic Games, l'entreprise qui possède le jeu vidéo Fortnite. Bon alors Fortnite, je pense que vous connaissez tous, c'est un jeu vidéo qui connaît un immense succès depuis sa sortie, avec aujourd'hui des centaines de millions de joueurs. Mais aujourd'hui, si le jeu fait autant parler de lui, c'est parce que sa version mobile pourrait disparaître de tous les iPhones, et la raison, elle est simple, Epic Games, donc l'entreprise qui possède Fortnite, a tenté de contourner les systèmes de paiement de l'App Store. Aujourd'hui, comment est-ce que Apple se fait de l'argent avec les applications? Eh bien c'est très simple, si jamais t'achètes un jeu sur l'App Store, ou alors que t'achètes un truc dans un jeu que t'as téléchargé lui-même dans l'App Store, eh bien Apple prend 30%. En gros, par exemple, si j'achète des V-Bucks, donc la monnaie virtuelle dans Fortnite depuis mon iPhone, eh bien Apple prendra 30% de l'argent et Epic Games prendra le reste. Le truc c'est que maintenant, Epic Games refuse de donner les 30% de revenus de Fortnite à Apple quand les joueurs sont sur iPhone. Je vous passe les détails, mais en gros ils ont installé un mode de paiement alternatif qui permet aux joueurs de payer sans passer par l'App Store. Alors vous vous en doutez, évidemment ça n'a pas du tout plu à Apple qui ne gagne plus d'argent avec ça et qui a donc décidé jeudi 13 août de retirer Fortnite de l'App Store. Epic Games, qui avait l'air d'avoir prévu son coup, a réagi très vite et a porté plainte contre Apple. Pour eux, la taxe de 30% que se prend Apple à chaque paiement sur Fortnite quand c'est fait depuis un iPhone, eh bien c'est une méthode tyrannique. Cette semaine du coup montaient des tensions entre Epic et Apple et ça allait encore plus loin puisque Apple menace désormais de supprimer le compte développeur de Epic Games à partir du 28 août, c'est-à-dire que Fortnite, comme tous les autres jeux de Epic Games, pourrait ne plus fonctionner sur iPhone. Bref, vous l'aurez compris, il y a une tension importante entre les deux entreprises qui impacte aussi les joueurs, et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Dernier sujet des actus de la semaine avant de passer au débat du jour, c'est la décision du Tour de France qui a choisi de mettre fin aux Miss sur les podiums lors de sa prochaine édition. Pour rappel, le Tour de France, c'est l'une des compétitions sportives les plus suivies au monde, elle se déroule chaque année en France, logiquement. Normalement c'est pendant l'été, mais cette fois-ci ce sera en septembre à cause d'une pandémie mondiale appelée le coronavirus. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Depuis sa création, les coureurs vainqueurs du jour sont accueillis sur le podium par 2 hôtesses, des filles choisies pour leur physique qui devaient remettre les trophées aux vainqueurs et ensuite l'embrasser sur les joues. Or depuis quelques années, la pratique fait polémique car elle est jugée sexiste. Certains estiment que les femmes sur les podiums étaient rabaissées à l'image d'objets ou encore de récompenses. Une pétition avait même été lancée en 2019 pour demander aux organisateurs du Tour de supprimer le rôle des hôtesses sur les podiums, ce qui était refusé jusqu'à cette année. Pour la première fois donc, le 29 août 2020, lors de la première étape du Tour de France, il n'y aura plus 2 femmes, mais à la place une femme et un homme, avec le traditionnel bisou qui devrait être supprimé, d'autant plus dans le contexte du coronavirus. En réalité, c'est assez intéressant de noter que le cyclisme n'est pas le premier sport à diminuer ou alors à mettre fin à la présence d'hôtesses ainsi. On peut par exemple citer la Formule 1 qui s'était séparée des hôtesses en 2018 qui accompagnaient les pilotes sur les pistes et elles avaient été remplacées par des enfants, comme on peut avoir dans le football par exemple quand les joueurs rentrent sur le terrain. Certaines hôtesses à l'époque
l'époque avait dénoncé l'action des féministes qui, je cite, leur avait fait perdre leur travail. D'après elle, monter sur les podiums avant les coureurs ou alors entrer sur la piste avec les pilotes était un choix de leur part et aussi une source de revenus. Le débat de la semaine dernière, c'était le suivant: la France doit-elle imposer des sanctions à la Biélorussie? Comme d'habitude, vous avez été plus de 100 000 à voter et comme vous le voyez, vous êtes assez nombreux à vouloir des sanctions de la France à la Biélorussie. Tenez, le débat de la semaine, c'est le suivant: le Tour de France a-t-il raison de supprimer les hôtesses et le traditionnel bisou du podium? Pour participer au débat, c'est très simple, comme d'habitude, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage et le vote du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Vous l'avez vu, dans cette vidéo, on ne parle pas du PSG et de la Ligue des Champions, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de sport dans ce format, mais du coup, si ça vous intéresse, on en parle directement sur Instagram, sur le compte principal, ainsi que sur le compte dédié au sport, donc si ça vous intéresse, vous pouvez les suivre. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte et hugodécrypte.sport. Évidemment, pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube pour ne pas rater la reprise du format des actus du jour. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour notre reportage au Liban et les actus de la semaine.